Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Réfoy, mardi 21h. Bonsoir docteur Serge Rafale. Bonsoir Nicolas. Nous recevons cette semaine le docteur Alexandra Dalu. Bonsoir docteur Dalu pour un ouvrage en commun avec le chef Thierry Marx. Et ils nous partagent dans cet ouvrage leurs réflexions, leur savoir, leurs compétences pour nous offrir un ouvrage pratique original, fort utile toute l'année, mais peut-être encore plus à l'approche de l'été. L'assiette santé chez Flammarion qui nous ouvre les clés d'une bonne santé grâce à une alimentation saine, sans privation ni frustration. Il est agrémenté de quelques belles recettes faciles à préparer, concoctées par un de nos grands chefs étoilés, au mandarin oriental bien sûr, où on espère aller peut-être ensemble un soir dîner, on verra peut-être avec le docteur Dalu, enrichi de conseils simples mais indispensables d'hygiène de vie, activité physique ou sportive dont nous ne parlerons pas dans cette émission, mais d'un sommeil de qualité. Peut-être on aura une question d'où nous extrairons les recommandations alimentaires, ponctuées également de quelques interviews passionnantes de personnalités très diverses. Chercheur en neurobiologie, en agronomie, sociologue de renom, sportif de haut niveau, chef militaire, docteur Serge Rafale. Eh bien, composez-nous votre assiette santé. Je vous confie le docteur Alexandra Dalu. C'est Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. C'est elle, Nicolas, qui va nous concocter cette assiette santé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Docteur Dalu, bonsoir. Bonsoir. Merci, merci pour cette belle invitation. Merci de nous rendre de nouveau visite. Alors, Nicolas l'a dit, vous êtes nutritionniste, vous êtes spécialiste de l'anti-âge, vous êtes très impliqué dans l'alimentation santé. Vous aviez déjà été mon invité pour les 100 idées reçues qui vous empêchent d'aller bien chez le Duc Édition. Vous définissiez à l'époque, en 2017, le temps passe vite, comme une spécialiste des 4 P, médecine personnalisée, prédictive, préventive, participative. Apparemment, vous poursuivez dans cette voie. Oui, c'est toujours le cas. C'est une médecine qui est partagée maintenant par toute la profession. Toute la profession, vous êtes optimiste. Les 4 P, ouais, quand même. Voilà, alors vous nous proposez avec l'assiette santé chez Flammarion un ouvrage écrit à 4 mains qui nous détaille les 3 piliers de la santé, l'alimentation bien sûr, à laquelle, profitant de votre expertise, nous allons consacrer quasiment l'intégralité de notre entretien. Et comme l'a dit Nicolas, nous ne parlerons pas de l'activité physique que découvriront vos futurs lecteurs, mais nous dirons peut-être quelques mots de l'alimentation du sommeil, une fonction extrêmement importante. Alors je vais, docteur Dalu, si vous le voulez bien, commencer par la fin, qui sont les interviews qui ponctuent votre ouvrage et qui éclairent parfaitement le débat autour de l'alimentation. Vous avez demandé à Claude Fischler, qui est un sociologue très connu, son point de vue, et il explique que ce que l'on mange nous construit. Et nous sommes plus finalement des mangeurs que des consommateurs. Alors, vous êtes perplexe. J'ai voulu... alors, je ne suis pas perplexe, je connais mon livre, vu que c'est moi qui l'ai écrit. C'est-à-dire que j'ai voulu, en effet, que différents protagonistes donnent leur avis sur ce qu'était plutôt la santé, plutôt que l'alimentation, puisqu'il y a un domaine dont vous n'avez pas parlé, mais auquel je tiens dans l'ouvrage, qui est peut-être un peu moins connu du grand public, qui est toute la médecine hormonale, l'endocrinologie, parce que, en effet, vous avez la nutrition en tant que telle, la diététique, vous avez le sport, mais vous avez également toute la partie médicale qui est finalement notre domaine. Et quand les patients viennent me voir, c'est plutôt pour une partie médicale. On peut refaire le point au niveau alimentation, mais ce qui est intéressant aussi à notre époque, c'est que quelque part, tout le monde sait maintenant ce qui est bon pour la santé, ou en tout cas, tout le monde sait ce qui n'est pas bon pour la santé. C'est-à-dire que vous dire qu'il faut avoir des fibres et moins de sucre dans son alimentation, je pense que c'est devenu quand même une évidence. Et ce qui m'a fait plaisir parmi les lecteurs, c'est que
Certains m'ont dit qu'ils s'étaient identifiés quand je parle des maladies hormonales et ça leur a permis de voir leur médecin traitant, de voir leur endocrino ou leur médecin anti-âge pour pouvoir faire le point là-dessus. Parce que c'est vrai que quand vous avez pris un petit peu de poids, ça peut être en effet le mode de vie, mais quand vous avez pris énormément de poids, il faut quand même faire le point sur le fait qu'il y a peut-être une pathologie derrière qui va se régler avec une prise en charge médicale. Donc ça, c'est le premier sujet. Et je trouvais du coup intéressant de demander et à des scientifiques qui ne sont pas des médecins ou des donc neuroscientifiques leur point de vue sur la santé en général. Thierry Marx, le chef étoilé, donne aussi ses témoignages de vie concernant bien sûr donc ses recettes évidemment, mais sa façon de voir les choses par rapport au sport, par rapport aux jeunes, par rapport à la médecine et à la santé en général. Voilà. C'était deux notions que je souhaitais dégager. Docteur Dalu, ce que disait le sociologue en disant il y a une modification de l'alimentation, une individualisation de l'alimentation. Ce qui est vrai dans toutes les enquêtes, les repas tendent à être préparés plus rapidement. En Occident, certainement. Là où on n'a pas faim, là où il y a l'abondance, là où on ne se pose pas la question du lendemain, on va dire en général, eh bien, évidemment, c'est assez individuel, mais ça l'a toujours été. C'est-à-dire qu'il veut peut-être partager cette notion comme quoi... les repas pris en commun, là, lui insiste sur la solidarité, le partage. On avait autrefois ces repas du dimanche, ces repas familiaux. Et là maintenant, dans toutes les enquêtes, chacun mange dans son coin, qui devant la Ligue des Champions, qui Alors devant moi je suis Roland-Garros. un peu plus positif que lui. Je pense que les familles continuent de manger ensemble. Je pense que les gens qui travaillent continuent de manger entre collègues ou quand vous êtes entre amis. Voilà. Après, il y a aussi, justement, d'où l'interview d'un sociologue, l'idée du partage qui doit être bien présente, puisqu'on sait que plus il y a de liens sociaux et plus le stress diminue, et plus le stress diminue, plus vous êtes... apte à avoir un repas plus équilibré et pris dans une certaine mesure, on pourrait dire jovial, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est important, je pense, d'insister sur ce côté social. Mais vous n'avez pas toujours cette possibilité. C'est-à-dire que c'est là aussi où je vous dis que je suis plus optimiste et plus tempérée. C'est-à-dire que si vous êtes une maman célibataire, vous pouvez manger avec votre enfant, mais vous pouvez aussi manger bien et vous sentir bien seul. Célibataire chez vous. Donc je pense c'est ce que dit Claude Fischler en disant il y a deux types de consommateurs. Il y a les consommateurs qui sont avisés, ceux auxquels vous faisiez allusion, et puis un certain nombre de consommateurs qui sont ce qu'il appelle les consommateurs low cost, pour qui le prix de l'alimentation est un obstacle. Alors, il y a pas mal d'études aussi, plutôt économiques, psychologiques et sociologiques, qui montrent que finalement, quand vous avez retiré le superflu de votre caddie, je pense aux bonbons, les biscuits, tout ce qui est biscuiterie d'ailleurs, friandises, soda, au bout du compte, ça pèse moins lourd au niveau achat, et ça vous permet d'aller, si on parle de grande surface, d'aller sur des produits un peu plus nobles comme les fruits et les légumes. Il est vrai aussi que on dit souvent que d'être malade, ça prend du temps. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent pour vous, ça coûte de l'argent à l'assurance et ça coûte de l'argent finalement à la collectivité. Donc c'est une responsabilité propre également de pouvoir progressivement aller vers une alimentation plus saine pour se faire du bien, mais pour se faire du bien en général. Voilà, alors vous disiez tout à l'heure, les gens savent maintenant à peu près ce qu'il faut manger. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Et vous expliquez qu'en fait, à la fois pour vous, Thierry Marx le répète en disant il faut absolument transmettre aux plus jeunes. Regardez, depuis des années, on parle des 5 fruits et légumes par jour. La moyenne, ça reste un fruit, quoi. Oui, exactement. Hein. L'OMS rappelle qu'il faut
faut 30 grammes de fibres par jour et en France, on est à 17 grammes. L'OMS vous dit qu'il faut 5 grammes de sel par jour et en France, on est aussi pas loin des 15 grammes par jour. Donc, pareil pour le sucre, hein, c'est 25 grammes et en France, on est à 150 grammes par jour. À 150 grammes. Voilà, donc je suis bien d'accord, l'éducation passe par... devrait... avec Thierry Marx, on disait que ça pouvait être intéressant de se dire qu'il y a des cours de musique, ça devrait être enseigné à l'école. Il y a des cours de sport, il y a des cours à un moment donné de biologie, puisqu'on se souvient qu'on étudie la formation, entre guillemets, des grenouilles, etc. Et c'est toujours dans les programmes. On pourrait tout à fait avoir de façon une physiologie ludique de l'organisme et de l'alimentation. En tout cas, des petits cours de cuisine, des petits cours de cuisine et des notions très très simples de ce que c'est qu'une bonne assiette. Voilà, ça servirait. D'où l'utilité de votre ouvrage. Alors, on va juste donner quelques mots sur le surpoids et l'obésité. C'est un problème qui est un problème majeur des sociétés occidentales, mais qui tente à gagner. Alors, on le voit aussi dans les pays émergents, voilà, où malheureusement la junk food, qui pour le petit rappel est l'ensemble soda, sandwich, apparaît, il y a du diabète de type 2, enfin il y a du surpoids, il y a de la stéatose, le foie gras, et il y a du diabète 2 qui apparaît avec l'hypertension artérielle qui grimpe aussi, et donc c'est vraiment un rapport directement lié à l'arrêt de l'activité physique et cette malbouffe finalement. Vous dites le slogan « Mangez moins, bougez plus » est totalement inadapté à la situation qu'on vit en France avec la moitié de la population qui est en surpoids ou obèse. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça ne le français suffit n'est pas très sportif. Voilà. Sur 150 pays répertoriés, on est à la 129e place. Donc, le problème aussi, c'est que vous avez du e-commerce. Je suis pour le e-commerce parce que je trouve que c'est quand même intéressant quand vous vivez au fin fond du Massif central de pouvoir recevoir le livre qui vous plaît ou l'outil qui vous plaît pour bien vivre. Simplement, avec cet e-commerce, les gens bougent moins. La question, elle se pose jamais pour les gens qui aiment le sport. Les gens qui aiment le sport, ils font du sport. Ils trouveront toujours dans la semaine un moyen de faire du sport. D'ailleurs, pendant le confinement, autres n'ont pas le temps. Voilà, les gens qui aiment le sport font du sport. Le problème, il se pose pour les gens qui n'aiment pas faire de sport. Mais avant, les gens qui n'aimaient pas faire de sport allaient au moins, comme on dit, chercher leur pain, aller chercher justement l'outil ou le livre dont ils avaient besoin. Donc, il y avait quand même un petit peu de marche dans leur journée. Maintenant, les gens qui n'aiment pas le sport se retrouvent non pas sédentaires, comme je dis, mais immobiles. C'est-à-dire qu'ils descendent au parking, ils prennent leur voiture ou leur vélo électrique et après ils se garent, ils reprennent l'ascenseur et ils sont assis. Et le problème aussi est là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de dépenses physiques par rapport à l'apport alimentaire également. Alors on va voir les principes de base, puisque votre ouvrage s'intitule « L'assiette santé ». Alors il y a beaucoup de propositions de régimes. Le nombre même des régimes prouve qu'ils sont à moyen ou à long terme inefficaces. Donc vaut mieux appliquer un certain nombre de principes de base. Donc vous proposez en fait des schémas. Ouais, un schéma, ouais. Alors en fait, j'ai appris le simple draw. Voilà, c'est ça, je l'ai appelé comme ça parce qu'en fait, il est né. Je travaillais dans un dispensaire et pour faire comprendre aux gens comment retrouver une nourriture saine, je leur faisais un petit dessin et j'ai remarqué qu'ils gardaient ce petit dessin et puis du coup c'est devenu un... Ça permet de mesurer les quantités également, c'est ça ? Oui, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez pendant vos études, quand on était urgentiste et qu'on devait prévenir le réanimateur quant à la brûlure corporelle sur les 10% de surface corporelle. Voilà, donc c'est venu de là en fait et en gros dans une assiette vous avez la taille de votre main pour la protéine. Vous avez la taille de votre main pour les légumes et la taille de votre main pour les féculents. Et puis, en entrée, vous mettez un petit peu de fibres. Et puis, votre dessert, c'est un fruit. Et donc, c'est très pratique parce que ça vous donne un repère visuel, bien sûr, pour une recette dans un magazine qui devrait être suivi. Là, on suit bien sûr les quantités par rapport à la recette. Mais quand vous êtes chez vous, voilà, ça peut être donc une boîte de thon
qui a à peu près la taille de votre main. Donc en fonction de la boîte de thon, vous voyez que si vous êtes petit, c'est la petite boîte. Taille moyenne, ça va être plus grand. Enfin, vous regardez votre main et puis vous pouvez mettre ça dans l'assiette et c'est un très très bon repère visuel. Voilà, d'ailleurs, c'est là où on voit qu'on donne trop aux enfants. Donc la première notion là pour nos auditeurs, donc 3 assiettes, l'assiette starter, la deuxième assiette, la troisième assiette, et éventuellement la quatrième assiette, le dessert, le fruit. Alors en fait, sinon il y en a que 3. Il y a l'entrée, votre plat où il y a les 3 portions et puis votre dessert, voilà. Parce que et vous insistez une notion qui est importante dans votre livre. Vous dites que le fruit doit être consommé au moment du repas et souvent on donne comme conseil de le prendre en dehors du repas. Alors en tous les cas, pareil, dans votre souvenir de médecin, le fruit c'est jamais en dehors d'un repas puisque ça fait un pic de glycémie et quel que soit le sucre d'ailleurs, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que ça doit être dans votre bol alimentaire pour que la glycémie ne grimpe pas immédiatement. Ne fasse pas de pic. Donc votre fruit, ça peut être un peu comme l'été quand on met le melon en entrée, mais c'est toujours pendant le repas. Voilà, comme n'importe quel sucre en fait. Ça peut être un jus de fruits, ça peut être un smoothie, ça peut être un gâteau, mais toujours au sein du repas pour éviter le pic de glycémie. Donc 3 assiettes, le fruit au moment du repas. Alors on va faire quelques petits rappels de diététique sur les 3 composantes. Alors le gras constitue un allié. Le gras est un allié dans le sens où on sait désormais très clairement que la cellule a une membrane et que cette membrane est faite de gras et que les hormones sont toutes également issues du gras. Donc en fait le gras c'est un élément qui est essentiel. D'ailleurs, l'oméga 3, on ne sait pas le fabriquer, donc il est essentiel. Vous dites, docteur Dalu, même dans un régime minceur, il faut conserver des graisses pour stimuler la satiété, ce que font mal les sucres. Alors, c'est sûr que le sucre, il va plutôt être stimulant de la faim, et puis le gras et la protéine sont connus pour être plutôt rassasiants. Donc, peut-être penser à mettre du beurre sur le poisson ou bien une sauce citron avec huile d'olive ou huile de lin. Ça peut être intéressant. On n'est pas en train de dire qu'il va falloir avoir un repas ultra gras. Voilà, enfin, c'est en fonction de ses goûts aussi, bien sûr. Autre notion, le cholestérol, c'est pas un ennemi. Alors le cholestérol, pareil, vous, même en tant que médecin, vous le savez, il est produit naturellement dans l'organisme et il est autorégulé. Vous avez quelques pathologies génétiques qui font que vous avez du cholestérol alors que vous n'avez pas de problème de poids, pas de problème de sucre non plus. Là, il faut simplement faire un contrôle cardiovasculaire, voir si tout se passe bien. Et si tout se passe bien, d'ailleurs, on ne prescrit pas, c'est la recommandation cardiologique actuelle, en l'occurrence de statine. Mais si malheureusement vous avez des plaques d'athérome, il est fortement conseillé de faire le point avec son cardiologue. Donc en fait, le cholestérol, il ne faut pas en rajouter de trop, entre guillemets, et le de trop, ça se voit au cas par cas en consultation. Si c'était facile, ça se ferait juste sur Instagram, mais voilà, donc c'est un petit peu plus complexe la prise en charge quand on voit qu'il y a une hypercholestérolémie familiale. Il y a tout plein de recommandations actuellement pour faire le point à ce niveau-là, mais il ne faut pas se dire, tiens, je ne mange pas d'œufs parce que j'ai du cholestérol. Tout le monde a du cholestérol. D'abord, c'est un abus de langage, mais c'est si vous avez trop de LDL... C'est une question qui est fréquente en consultation. Oui, si vous avez trop de LDL, en fait, il va peut-être falloir penser à faire en tout cas un petit exercice physique qui va être le seul moyen d'augmenter votre HDL, donc celui qui contrebalance l'autre, et puis d'avoir une alimentation plus fibreuse également et moins sucrée en sucre simple. Alors, j'allais parler des protéines, mais puisque vous parlez des sucres, vous dites, voilà, il faut faire très très attention aux sucres cachés dans l'alimentation. Alors, faire attention si vous en mangez trop et si vous avez un problème de santé. Je pense qu'il faut rester gourmand, c'est super important. Je pense que... moi, je dis à mes patients de prendre un goûter, par exemple. Le chocolat n'est absolument pas banni, la friandise n'est pas bannie. En France, on dîne plutôt tard, donc justement, pour pas avoir de problème ni de frustration, ni de grignotage, vaut mieux avoir un goûter, genre, je sais pas, un fruit avec 3 carrés de chocolat et 5 amandes, 5 noix. Mais pas le fruit tout seul, tout à l'heure. Pas le fruit tout seul, c'est pour ça que je vous ai dit, avec 5 noix ou 5 amandes, par exemple, et 3 carrés de chocolat, parce qu'en France, on aime beaucoup le chocolat, plutôt que d'arriver à dîner à 20h30, 21h et de se jeter sur plein de choses avant, ou d'avoir un apéritif très, très...
très très sucré, voire alcoolisé aussi, parce que la faim donne soif également. Donc je pense ne jamais avoir dit à mes patients non, on arrête les friandises. Par ailleurs, si vous avez envie de perdre en masse grasse, tout dépend, encore une fois, de la personnalité et du motif de consultation. Vous avez des gens, ils veulent perdre de la masse grasse parce que ils sont sportifs de haut niveau et que ils doivent être sur un certain poids pour pouvoir être dans la performance. Vous avez des gens, ils doivent perdre du poids parce que le chirurgien ortho va mettre une prothèse dans le genou et que c'est absolument indispensable. Donc vous avez différents motifs et selon ces motifs-là et la personnalité, on disait que tout à l'heure c'était personnalisé, c'est en fonction de ce que veut la personne. Vous avez des gens qui ont besoin que ça aille doucement, d'autres qui veulent que ce soit très rapide. Donc on voit aussi toute cette prise en charge hyper globale et personnalisée au cabinet. On peut dire, docteur Dalu, un mot, puisque là vous parlez des régimes, donc vous me tendez la perche, du jeûne. Là il y a une méthode qui a le vent en poume, c'est le jeûne de 16 heures, oui exactement. Ouais. Alors, dans le livre, je mets les avantages et les inconvénients de tous les régimes qui sont tous connus. Les régimes, voilà. Les plus, les moins. Voilà, il n'y a pas de critique, comme je dis, c'est souvent le patient et la patiente qui ressent son régime. On ne change pas une équipe qui gagne. Si tout va bien avec ce que vous mangez, d'ailleurs, vous ne consultez pas. Hein. Ce qui se passe, c'est que vous avez un choix à un moment donné qui se porte sur tel ou tel type d'alimentation, et quand vous faites des bilans sanguins, des bilans cardiovasculaires, on voit si ce type d'alimentation vous correspond aussi, puisque ça se dose finalement. Vous pouvez vous retrouver en surdosage de certaines vitamines, voire en carence, voire vous avez trop d'acide urique parce que vous avez mangé ou trop de gras ou trop d'alcool, qui fait pas partie des régimes que je préconise. Qui est très sucré. Qui est très sucré. Et qui n'est pas évidemment bon ni pour le cerveau ni pour le foie et les reins. Et puis parfois, si vous avez aussi trop de protéines, l'acide urique, c'est bien connu, hein, la crise de goutte, voilà, la maladie lityrique. Alors, c'est un sujet. Le jeûne de 16 heures, pour qui? Alors, le jeûne, je pense que je suis une grande voyageuse de par le monde, comme je dis souvent, dans les pays où on a faim, le jeûne, ça n'existe pas. Hein, voilà. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose... On est avec une préoccupation des pays occidentaux, voilà, même si donc du coup, peut-être qu'on se dit, tiens, c'est parce que je mange trop que de temps en temps, je dois me mettre à jeûner. Donc, c'est peut-être aussi un peu comme le sociologue se disait, il faut peut-être se reposer aussi les bonnes questions et de se dire pourquoi j'ai besoin finalement de me mettre... voilà. Bah dans les plus, vous dites il y a une réduction calorique, évidemment. Alors, il y a une réduction calorique, mais il y a un bienfait détox. Alors expliquez-nous, parce que moi je ne crois pas trop à l'effet détox. Alors, la détoxification, c'est une réaction biologique naturelle qui se fait tous les jours, dans absolument. Tous les émonctoires du corps. Plus connu, le foie, l'intestin, mais il y a aussi la peau via la sueur, les reins via les urines, et puis le cerveau aussi la nuit, avec un nettoyage détox qui se fait quand on dort bien. Le jeûne, il peut avoir plusieurs formes. Il y a ces fameux jeûnes très très longs où vous faites aussi des randonnées. C'est un choix personnel. Hein, finalement, les gens ils font ce qu'ils veulent. Et puis il y a le jeûne que vous faites quand vous avez fait la fête, par exemple à Noël, lors de votre anniversaire, ou parce que vous avez eu plusieurs gros dîners pendant une semaine. C'est des journées de récupération. En fait, si vous écoutez votre corps, finalement, votre corps vous dit j'ai beaucoup moins faim. Donc vous le faites automatiquement. Il y a des pondérostats finalement comme des interrupteurs qui vous disent voilà, si vous devez être à ce poids-là, là comme vous avez trop mangé, vous avez moins faim. Après, les gens qui vont se dire je vais moins dîner, ça je trouve que c'est quand même une bonne idée, parce qu'on sait aussi que comme on dîne quand même assez tard aussi, encore une fois en France, et que l'heure du coucher elle est en moyenne sur du 22h30, 23h, eh bien ça fait peu de laps de digestion, et donc on le sait en biologie, c'est pas génial dans le métabolisme de se coucher le ventre plein, comme on dit. Donc de moins dîner, en tout cas, pas forcément de se mettre à jeûner, mais en tout cas d'avoir un repas très frugal à dîner peut être une bonne idée. Après, vous avez dans le jeûne de 16 heures, on ne petit déjeune pas le lendemain également. Alors également, vous attaquez directement à midi. Ça aussi,
c'est à voir au cas par cas. Vous avez des gens qui, très naturellement, de toute façon, n'ont pas de petit-déj. Ils vont plutôt être sur un repas à déjeuner à midi, alors que d'autres vont être plutôt sur 13h ou 13h30. Donc, si vous avez faim le matin en vous levant, c'est absolument pas conseillé. Il faut écouter son corps. Oui. Donc, vous dites qu'on n'est pas obligé de petit déjeuner, quoi. Alors, on n'est pas obligé de petit déjeuner, non. Les couche-tard qui vont se coucher à 1h, bon, ils sont obligés de se lever socialement par rapport à un point de vue sociétal pour leur boulot, mais s'ils n'ont faim qu'à 10h pour avoir un tout petit déj, voire juste ils attaquent à midi, non, c'est votre ressenti. Si vous avez des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, des moments d'irritabilité qui sont tous ces signes d'adrénaline face à l'hypoglycémie, il est fortement conseillé d'avoir un petit-déj et de sûrement pas jeûner. Si vous vous sentez mieux, à ce moment-là, vous gardez ce système. C'est toujours cette histoire de comment vous vous sentez. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc si vous vous sentez mieux, faites-le. Si ça ne change rien aussi, ne le faites pas. La réponse sera ailleurs également. Alors, dans votre ouvrage, c'est un des piliers, l'alimentation. Il y a l'activité physique dont on n'a pas eu le temps de parler, mais peut-être vous reviendrez et on l'abordera. Et puis, il y a le sommeil. Et dans le sommeil, bien évidemment, l'appréhension des patients, c'est de mettre le doigt dans l'engrenage des psychotropes. Et vous donnez un certain nombre de recommandations alimentaires, précisément pour un sommeil de meilleure qualité. Alors, on part toujours de qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de suspicion d'apnée du sommeil, on passe à des petites choses. Mais évidemment, un trouble du sommeil peut se régler avec, en France, le pneumologue, le cardiologue, le médecin du sommeil, voire l'ORL également, qui va prescrire le test d'apnée du sommeil et le faire. Donc c'est quand même un sujet. D'avoir un diagnostic, du trouble à du la sommeil. clé quand même avant, bien sûr. Vous avez énormément de gens qui sont déjà sous psychotropes, sous benzodiazépines, donc on peut établir un sevrage également. Il vaut mieux avoir une famille d'IRS, d'inhibiteurs de la recapture de la sérotonine le matin. Les nouveaux antidépresseurs par rapport aux anciens. Par rapport, en tout cas, aux benzodiazépines, où là, il y a beaucoup moins de dépendance et où on fait un recalage de phase qui va être beaucoup plus intéressant. Après, vous avez aussi la mélatonine, vous avez le GABA, qui est un neuromodulateur intéressant. Vous avez certaines plantes qui sont vraiment très, très performantes pour améliorer l'état de sommeil. Chez l'homme comme chez la femme, le système hormonal a un impact sur la qualité du sommeil. On sait que les femmes qui sont en manque de progestérone et les hommes qui sont en manque de testostérone vont avoir un sommeil perturbé. Donc là, il faut revoir à ce niveau-là également ce qui se passe. Et puis, alors vous avez évidemment tout ce qui est à côté, la nuisance visuelle, la nuisance sonore, l'odeur aussi, dont on parle très peu fréquemment, mais qui est très intéressant, puisqu'une bonne odeur va vous permettre d'avoir une relaxation, en fait, et permettre d'avoir plus de sérotonine et du coup de mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc c'est vrai que vulgairement, si ça pue dans votre chambre, ça va pas aider. Et vous avez aussi des petites astuces. Vous avez certaines plantes cactées, surtout qui vont évacuer les mauvaises ondes électromagnétiques des appareils. Même si vous avez retiré les appareils de votre chambre, il en reste quand même dans la maison. Donc vous avez plein de petites astuces comme ça, et c'est sûr qu'encore une fois, un repas complet et frugal est intéressant pour que le métabolisme de digestion se fasse pendant votre temps de soirée et pas pendant votre temps de sommeil. Voilà, on vous posera probablement d'autres questions dans la partie magazine de notre entretien. On a compris que la table était pour vous un des 3 piliers de la santé, avec l'activité et le sommeil. Docteur Dalu, je vous remercie beaucoup. Merci, et docteur. On se retrouve juste après une petite pause. Alors, une petite pause pour vous qui nous écoutez, sans fruits. Parce que les gens viennent de sortir de table. Et oui, vous venez de dîner, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent aller prendre là pendant cette petite pause? Vous avez gagné un verre d'eau. Voilà, vous revenez dans 2 minutes après ce petit verre d'eau. Ils ont gagné une belle soirée. Une belle soirée. Une tisane. À tout de suite. À ne pas prendre au coucher. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité. Et je suis ravie
d'être invité à Radio J. Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Réécoutez cette émission à partir de 22h sur Radio J. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture, abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digitale sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. כשאת לא כאן אני יודע שאנחנו משתנים, שהחיים קצרים נגמר לנו הזמן. אולי תבואי אליי ותתני לי נשיקה על השפתיים, השפתיים. אני אוהב את זה שאת מזל אריה, אני מזל מאזניים ובינתיים. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Nous sommes de retour après cette petite pause salutaire, la pause du verre d'eau, pour continuer de parler de l'assiette santé, alimentation, sommeil, sport et bien-être par le docteur Alexandra Dalu et le chef Thierry Marx, judoka, grand sportif Thierry Marx, ceinture noire de judo, et il pratique également la méditation, je crois, très souvent. C'est vrai que après le service, on a quand même besoin de s'oxygéner. Est-ce que vous êtes allé dîner au mandarin oriental? Je voulais vous poser une question sur la taille des assiettes du mandarin oriental. Elles sont petites ou moyennes? Thierry Marx est resté en effet très sportif. Il fait même faire du sport assez... Alors, pas à ses clients, peut-être pas quand même, mais à son équipe, justement, avant de prendre le service. Stage commando. Avec du stretching, finalement, un petit peu de mouvement musculaire pour se mettre en route, comme on dit. Et on devrait tous faire ça 1 à 3 minutes avant de prendre sa douche le matin. En tout cas, c'est ce que je dis aussi à mes patients. Quant à ces plats, ils sont évidemment fameux. Ils méritent ces étoiles. Peut-être que c'est difficile de conseiller à un patient qui vient vous voir, puisque vous parlez dans ce livre d'alimentation, de sommeil, de sport, de bien-être. Ça fait beaucoup quand on a envie de se mettre ou de se remettre un peu dans un effort et à niveau. Est-ce que l'alimentation, pour vous, quel est votre podium? Est-ce que l'alimentation est le plus important des bienfaits à prendre en considération en premier? Vous le classeriez où, l'alimentation? Alors, on dit souvent que quand vous vous remettez à faire une activité physique ou du sport, eh bien, très naturellement, vous êtes enclin à mieux manger. Donc finalement, ce serait plutôt l'activité physique en premier,
Mais il y a des gens qui disent qu'ils n'y arriveront jamais. Alors d'abord, j'ai des conseiller patients qui sont à plus de 100 kilos, voire parfois à 150 kilos. Bien entendu, on ne va pas leur conseiller de faire un programme pour les JO 2024. On va les remettre en condition. On va commencer par des petits quelque chose, et la prise en charge, elle est multidisciplinaire, c'est-à-dire que ce sont également des gens qui vont voir un kiné, qui ont une prescription de sport. Tout ça va se faire au cas par cas, de façon posée, sans aucune pression. Il y a des médicaments aussi dans ce cas-là. Il y a des médicaments, on le répète, et pas tout ce qu'on a pu entendre sur les réseaux sociaux qui décrit ces médicaments qui sont, une fois utilisés à bon escient, très efficaces et qui rendent la joie de vivre à des gens qui peuvent plus bouger et qui sont avec plusieurs pathologies. Après... J'aime pas trop le mot effort, parce que est-ce qu'un dentiste dirait j'aimerais bien que vous fassiez l'effort de vous brosser les dents? En fait, pour votre santé, faire l'effort de marcher une demi-heure par jour, ça devrait pas être un effort, ça devrait être naturel. Et la question qui se pose, c'est pourquoi c'est plus naturel. Donc, encore une fois, on travaille main dans la main avec plein d'autres professionnels. Vous avez aussi des gens qui ne bougent plus, et ça peut être aussi un problème psychologique. Donc, c'est intéressant de se dire, oui, pourquoi j'ai pas 3 fois 10 minutes dans la journée pour marcher, pour bouger, voilà. Et en plus, quand vous parlez à un médecin, vous parlez à quelqu'un qui est entre plutôt 50 et 80 heures par semaine. Donc, à partir de ce moment-là, on sait ce que veut dire le mot travail et le peu de temps qui nous reste sur une vie de travail. Mais encore une fois, quand vous ne bougez plus, vous n'êtes pas forcément en très bonne santé. Le sommeil va, à un moment donné, être aussi perturbé. Et on sait également, puisque le corollaire de ce que je vous disais tout à l'heure est vrai, c'est que quand vous ne bougez pas, vous mangez moins bien qu'une personne qui bouge. Donc tout ça, c'est plutôt un cercle vertueux qui peut vite aller à l'encontre de cercles vicieux si on détruit un petit peu finalement ces 3 piliers. Mais il y a la médecine qui est là aussi, c'est-à-dire qu'une vie sans pathologie, ça n'existe pas. Donc il faut toujours avoir ce pilier santé chez son médecin. Les chiffres sont assez implacables. Je crois que le chasseur-cueilleur Cro-Magnon marchait 19 km par jour. Ouais. Il y a plus de 30 000 ans. Vous voyez, donc aujourd'hui, je ne sais pas combien on doit marcher. Si vous marchez une bonne demi-heure, vous êtes... On essaye d'inciter les patients à faire 5 000, 6 000 pas par jour. À sortir du métro 1 ou 2 stations avant. Voilà, de prendre les escaliers, même quand vous avez un jardin, vous pouvez aussi faire le tour de votre jardin si vous rentrez tard. Il y a toujours moyen de faire un petit quelque chose ou chez soi également. Vous pouvez faire un peu d'exercice, 2-3 minutes de réveil musculaire avant sa douche, ce sera toujours mieux que 0. Alors même question sur les régimes, puisqu'il y en a plein dans votre livre, l'assiette santé, pour vous, le podium de vos régimes préférés à vous. Par exemple, le régime cétogène, vous pouvez juste nous redire... Oui, j'ai écrit sur le régime cétogène, donc c'était surtout pour expliquer que le lobbying, il s'est fait sur le gras, en anti-gras, pour le sucre. Avec l'allégé né dans les années 60 et que ça c'est pas forcément une vérité, c'est-à-dire que le gras, encore une fois, c'est une base solide pour la bonne santé. Mais attention, dans le régime cétogène, il y a énormément de légumes, énormément de fibres. Il y a de la salade tout le temps, il y a quand même des fruits rouges, du citron, etc. Donc il y a presque plus que quelqu'un qui serait sur de la junk food, qui est un anti-régime. Après, le régime le plus pratique, c'est le régime méditerranéen crétois, parce qu'il est un peu plus dans nos cultures, parce que quand vous allez au restaurant, c'est facile d'être méditerranéen crétois, et que quand vous faites une lunchbox très rapide à la maison, c'est une boîte de sardines, des œufs durs mélangés à un petit peu de lentilles ou de riz avec un peu d'huile d'olive, quelques champignons et puis une tomate et une pomme. Il y a mieux, mais vous avez tout dans cette lunchbox et elle se rapproche encore une fois du méditerranéen crétois. Et elle est pratique également parce qu'elle est très variée.
varié. Donc vous avez des gens qui vont être plutôt flexitariens, ils ont raison parce qu'il va y avoir moins de viande. Donc ça, c'est presque devenu un régime écologique pour la planète, en sachant que voilà, si vous aimez quand même manger de la viande et vous en ressentez le besoin, on va pas vous dire d'arrêter. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne dis jamais à un patient d'arrêter, sauf le soda et sauf l'alcool en grosse quantité. Et je rappelle que le tabac non plus, c'est pas génial. Mais nous, on est rabat-joie, donc de toute façon, on n'a pas de problème pour dire aux gens ces 3 choses-là, c'est vraiment pas une bonne idée. Ce que je pense, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment faire plus de sport par rapport aux chiffres dont on parlait tout à l'heure et mettre plus de fibres alimentaire dans ses repas. Et le régime sans gluten qui a permis, il y a 2 jours, à Novak Djokovic de remporter son 23e titre du Grand Chelem. Oui. C'est efficace? Il est cœliaque, lui. Il a eu sa biopsie par son gastro-entérologue lors de sa colonoscopie. Donc, il est cœliaque. Donc, c'est 0 gluten à vie, puisque sinon, c'est à risque de développer des tumeurs, voire un cancer du côlon. Si vous êtes cœliaque, évidemment, il n'y a pas de gluten. Maintenant, on sait aussi qu'il y a ce qu'on appelle le paradoxe méditerranéen, c'est-à-dire des gens qui ont mangé énormément de gluten. Ça faisait partie aussi de la culture au niveau historique. Eh bien, ce paradoxe, c'est qu'ils supportent plus le gluten à un moment. Il y a donc une intolérance. Ces gens-là, on leur dit de fortement baisser la consommation de gluten ou d'aller sur des gluten un peu différents. Le gluten de l'avoine, c'est pas le même gluten que celui du blé, seigle et orge. Donc on peut essayer de voir s'il y a des gluten, enfin des céréales qui passent mieux. Et puis pour rappel, dans les légumineuses, il n'y a pas de gluten, donc ça laisse quand même un gros choix avec les galettes bretonnes qui sont sarrasin aussi, le maïs. Donc là, on est sur des galettes un peu comme en Amérique du Sud où c'est plutôt le maïs et puis le quinoa. Donc il y a encore beaucoup de choix et les pommes de terre aussi sont sans gluten. Donc il y a encore beaucoup de féculents pour les gens qui supportent pas le gluten ou qui sont intolérants. Et on continue de parler d'alimentation dans notre revue de presse médicale du professeur Eva Soto. Eva Soto. Bonjour Eva, bonjour professeur. Bonjour professeur Nicolas. Alors à ce qui paraît, les Français se montrent davantage attentifs à leur alimentation. C'est l'IFOP qui le dit. Et oui, aujourd'hui c'est pas vraiment une revue de presse médicale parce que je me suis intéressée pour essayer de me déculpabiliser à ce que pensent ou ce que font les autres. Alors c'est vrai que quand c'est l'IFOP qui le dit que les Français sont davantage attentifs à leur alimentation, moi, ça me déprime, le mieux manger, tout ça. Je rentre chez moi, j'ouvre le frigo, je prends une boîte de thon, et puis après, j'ai envie de manger des chips. Alors, je prends des chips. Puis après, finalement, je mange des fruits. Puis après, finalement, je me dis, tiens, je prendrais bien une tranche de saucisson. Bref, faut pas faire comme moi. 91% des Français sont persuadés que l'alimentation, ça joue donc un rôle important sur leur énergie et leur dynamisme. Il y en a même 9 sur 10 pour qui ça réduit le stress. Manger réduit le stress, examinons ça de plus près. Donc ok, manger, mais manger quoi? Non, parce que les haricots verts et le thé, moi ça a jamais réduit du tout mon stress. Non mais ça c'est la caricature quand même. Non, pas du tout. Si. Ce qui réduit le stress, c'est les frites, la bière, le chocolat, les burgers, les chips. Bon, tout ça c'est vrai que c'est de la junk food, donc pas génial, mais le meilleur truc en réalité pour réduire le stress sans monter sur la balance et hurler, moi j'ai remarqué, désolé, mais c'est le champagne, ça coûte cher la réduction du stress, il faut le consommer avec modération, mais après, désolé, le ruinard, ça ruine pas que le stress, le portefeuille aussi, mais 1 ou 2 petites coupettes de temps en temps, ça réduit quand même le stress. Et oui, Eva, d'autant plus que parmi les Français, ce sont les plus jeunes, 25-34 ans, qui sont surreprésentés. Donc niveau finance, c'est pas ça. Et oui, c'est vrai qu'en général, plus on est jeune, plus on doit mettre la pédale douce sur le ruinard et plus on prend plutôt de la bière. En tout cas, selon l'IFOP, pour un Français sur
2, le Covid-19 a eu un fort impact sur les habitudes alimentaires. C'est chez les moins de 35 ans, les franciliens, les CSP+, et les foyers avec enfants que c'est le plus marqué. Ok, manger sain sur le papier, ça le fait, mais pour 62% des Français, ça reste compliqué. Oui, la ratatouille à faire après une grosse bourre au boulot, et quand tu as en plus rapporté du boulot chez toi, pour faire une pause, tu te mets pas à couper des courgettes et des tomates en cubes, sans compter qu'en plus... conserves. Sans compter qu'en plus, c'est bon les conserves, on peut. Oui. Et ben voilà, c'est ce que je fais moi. Sans compter que les oignons, quand on les pèle, ça fait pleurer. Mais il faut pas manger la conserve, faut manger ce qu'il y a à l'intérieur, pas la boîte. Hein. Ah zut, mince. C'est pour ça que c'est d'accord. Alors c'est vrai que comme on peut pleurer quand on monte sur la balance après une semaine ininterrompue de boulot, ou dès qu'on mange un truc, ça vous allez peut-être nous l'expliquer, on a l'impression qu'on prend 4 fois plus quand on est fatigué. Le corps probablement, en tout cas le mien, moi je parle que du mien, il doit faire des économies d'énergie, ça veut dire qu'il emmagasine, et il emmagasine aussi pas du muscle, de la graisse. Donc 60% des Français associent au fait de bien manger une charge mentale. La mienne donc fabrique du gras en prime. Alors pesant de manger sain, c'est d'autant plus vrai qu'on est jeune. Pour 7 Français sur 10 entre 18 et 34 ans, c'est le cas. Mais en même temps, dans ce fameux sondage IFOP, 9 sondés sur 10 affirment qu'une alimentation saine et équilibrée restera importante pour eux dans les années à venir. Tout et son contraire, quoi. On pourrait appeler ça le macronisme culinaire, tout et son contraire. Oui, le fameux en même temps. En tout cas, toujours selon l'IFOP, 74% des 25-34 ans se sentent très concernés par le sujet. Ils veulent des informations pour les aider à avoir une alimentation plus équilibrée. Bref, savoir ce qu'ils consomment. Il y a évidemment donc un fort intérêt pour les aliments qui donnent de l'énergie, du bien-être, avec aussi une démarche responsable de l'entreprise, de la provenance, de la composition, ce qui explique par exemple l'engouement pour les magasins bio, ceux qui proposent des produits de région pour limiter les trajets et donc l'empreinte carbone. 46% des jeunes Français se réfèrent à ça par rapport à ce qu'ils trouvent sur Internet. 37% prennent leurs informations dans des livres ou des magazines. 37% également font appel à leur médecin, ou encore 32% à des proches. Donc il y a tout ça, il y a ceux qui prennent des avis, il y a ceux qui veulent manger plus sain, etc. Et puis il y a aussi les autres. Et pour corroborer ce que vous venez de dire, professeur, plus de 70%, entendons ça, des courses sont faites dans les grandes surfaces, dans les grands magasins, et plus de 90% de ce que en France la production permet de produire est acheminé vers d'autres régions ou d'autres pays. Plus de 90% de ce que nous mangeons vient d'autres régions, quand on est dans une certaine région ou d'un autre pays. Donc on n'est pas sorti de la berge avec tout ça. Merci. De la berge. Ouais, de la berge. Oui, merci, alors, professeur. Je vais aller nager un peu, ça va faire bien. Voilà. On a trouvé une solution. Voilà. Merci Eva. Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Et on accueille le docteur Vladimir Mitz. On va parler chirurgie esthétique comme chaque semaine dans Réfoua. Bonjour, cher Vladimir. Bonjour, docteur. Amis. Bonjour. Quelle belle émission sur l'alimentation. Et pour une fois, je serai moi peut-être le rabat-joie. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler des dangers de la médecine esthétique. Des produits injectés, de notamment. Ces produits injectés. Alors, en fait, il y a deux grands types de produits qui sont injectés en ce moment. Il y a le Botox et l'acide hyaluronique. Le Botox, c'est une toxine. Elle vient du botulisme. Elle peut tuer à haute dose. Mais à toute petite dose, en fait, elle apaise les muscles et elle déride. C'est utilisé dans les muscles du front, quand on a des rides importantes, du lion. C'est un médicament. Et c'est un médicament. Et il y a des zones où on a le droit de l'utiliser et d'autres zones où on n'a pas le droit. L'acide hyaluronique est un autre produit, on en a déjà parlé. C'est une molécule qui est destinée à gonfler, à remplir. Elle provient de cultures, de microbes qui vont produire cette molécule qui est biocompatible, qui donne très peu de complications. Quels sont les problèmes que l'on rencontre ? Tout dépend de ce qu'on injecte. D'abord, le Botox
injecté en trop grande quantité va créer des paralysies, des distorsions. Et donc les patients vont pas être contents parce qu'ils sont pas pareils des deux côtés. D'autre part, c'est une injection qui parfois donne des hématomes. Mais ça, c'est pas encore très grave. Ça ne tue pas vraiment, sauf si on injectait des grandes quantités. Par contre, l'acide hyaluronique, s'il est mal injecté, il crée un problème. Il peut être injecté dans une petite veine ou dans une petite artère, et là, c'est la catastrophe, parce que la petite veine ou la petite artère va arrêter sa circulation sanguine et va entraîner des problèmes au niveau de la peau, des nécroses, des infections, donc des complications. Et pourquoi est-ce qu'on parle maintenant des complications? Il y en a en fait très peu, quantitativement. Mais voilà que tout le monde se met à faire des injections. Le grand problème, c'est que comme c'était des injections qui étaient réservées au corps médical, eh bien, il y a eu des amateurs, des amatrices qui se sont dit « Pourquoi pas moi? Pourquoi moi je ne serais pas un injecteur? Après tout, c'est pas une opération. Je pénètre pas dans le corps humain, pas trop profondément. Je fais déjà des piqûres. Pourquoi je ne ferais pas ces injections ?» Et on s'est aperçu que malheureusement, à cause des problèmes d'argent, puisque ces personnes qui sont des cow-boys en quelque sorte des injections prennent moins cher que les médecins ou esthétiques ou les chirurgiens, eh bien il y a eu une grande quantité de patients qui sont allés vers ces cow-boys de la médecine esthétique, et ce sont eux qui ont présenté le plus de complications, complications qui ensuite entraînent des consultations auprès des spécialistes, des dermatologistes, des chirurgiens, pour essayer de les réparer. Et ce n'est pas si facile. D'où les récentes polémiques alors de ces injections sauvages qui sont de plus en plus pratiquées. Oui, il s'est greffé à cela encore un autre phénomène, que sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand on voit sur Instagram ou sur Snapchat des images de soi-même embellies, il y a un désir d'être mieux. Ce qui est terrible, c'est qu'on n'a pas un désir de manger mieux. Ça, c'est pas encore tellement à la mode sur les réseaux sociaux. Mais par contre, pour paraître plus beau ou plus belle, il y a une énorme demande, une énorme incitation. Et donc, le nombre de patients qui demandent ces injections a considérablement augmenté. Il semble qu'il y a entre 5 et 8% d'augmentation du nombre de patients par année. Ce qui est considérable, un marché de milliards et de milliards de francs, de dollars, d'euros, de ce que vous voudrez. Mais il y a donc une appétence. Et là, moi, en tant que chirurgien, j'attire à l'attention de tous ceux qui nous écoutent. Ne vous faites pas injecter par des gens incompétents. Le tourisme en chirurgie esthétique a révélé qu'il était parfois dramatique quand il y a une complication. Et ce genre de tourisme en matière de médecine esthétique peut produire des effets très négatifs, très nocifs. Par contre, quand il est fait par quelqu'un qui est compétent, il pourra réparer immédiatement. Par exemple, s'il y a une petite complication suspecte avec l'acide hyaluronique qui est injecté au mauvais endroit, on peut utiliser une molécule qui s'appelle la hyaluronidase et qui a un intérêt parce qu'elle va faire fondre ce qu'on vient d'injecter et peut-être éviter cette complication. Au niveau du Botox, on n'a pas encore d'antidote. Mais comme le Botox est injecté en petite quantité et qu'il disparaît en quelques mois, c'est un petit peu moins grave. C'est une action provisoire, le Botox. Tout à fait, tout à fait. C'est là son intérêt. Et donc, en conclusion, je plaide un peu pour que la médecine esthétique soit faite par des gens compétents, des médecins, des chirurgiens, qui ont l'expérience, qui sont formés pour cela, et d'éviter d'aller voir des personnes qui se disent gentilles, en disant « Viens, je vais t'injecter, tu verras, je prendrai un petit peu moins cher, mais je sais le faire, ça se passera très bien. » Et puis en plus, on ne sait pas dans ces cas-là ce qu'ils injectent, parce que parfois, il n'y a rien. Oui, là aussi, c'est un autre élément, c'est que pour acheter ces produits, il faut passer par des filières qui sont très particulières. Les médecins et les chirurgiens passent par les fournisseurs ou par des pharmaciens, mais il y a d'autres produits qui sont dans le commerce et qui sont malheureusement inefficaces, au moins, ou sinon toxiques. Il semblerait, docteur Alexandra Dalu, le docteur Vladimir Mitz vient de parler effectivement parfois des dangers d'avertir et que le message ne rentrait pas toujours voilà, dans la tête, dans le cerveau parfois d'une patientèle jeune. Est-ce que c'est facile comme ça de conseiller des gens? Alors ceux qui viennent vous voir, ils sont déjà un peu conscientisés, mais comment est-ce qu'on peut faire rentrer le message de la bonne alimentation? Est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce que ça rentre pas par une oreille pour ressortir par l'autre? Ça vous laisse à nouveau perplexe. Moi, je voudrais justement lui poser la question. En fait, au cabinet, on ne parle pas tellement d'alimentation. Ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être très médical, très endocrino.
très porté sur le sommeil. Une notion aussi dont on n'a pas parlé, c'est la douleur. La douleur et la fatigue, c'est-à-dire qu'il y a 60% des Français qui consultent pour douleur et fatigue leur médecin. Donc il est évident que quand vous êtes fatigué, vous avez envie de rien faire et on va être de plus en plus anxio-dépressif. Donc ça a un fort impact. Et idem, quand vous avez des douleurs, vous dormez mal. Et si vous dormez mal, vous grossissez parce qu'il y a tout un système neuro-hormonal qui se met en place pendant cette nuit de mauvais sommeil et qui fait grossir. Donc on prend plutôt en charge tous ces symptômes pour faire un diagnostic, pour avoir une prise en charge. Et évidemment, à un moment donné, on rappelle, déjà je me sers de mon dessin, et puis on rappelle aux gens qu'il faut surtout pas grignoter, qu'il faut arrêter les jus sucrés, qu'il faut pas boire trop d'alcool, que ce soit de l'alcool cher ou pas cher, mais ça reste du sucre. Voilà, donc après, est-ce que c'est un message qui rentre? Je pense que le message, il rentre quand vous avez compris que vous avez besoin de vous faire du bien. Où il y a un problème psychiatrique ou psychologique, auquel cas, encore une fois, il y a une prise en charge en binôme avec quelqu'un qui va avoir la bonne thérapie comportementaliste pour vous remettre en selle, ou bien la personne a eu le déclic finalement en elle et se dit stop, j'arrête de me détruire. Voilà. Après, est-ce que c'est le rôle du médecin? C'est le rôle de la société en général dans laquelle on vit qui doit rappeler que bien bouger, bien manger, voir un médecin quand ça va pas et pas aller voir n'importe qui et de peut-être pas prendre pour argent comptant justement tout ce qui se dit sur le réseau social. Alors moi je suis pas du tout anti-réseau social, je trouve qu'il y a des influenceurs qui sont des coachs sportifs qui sont carrément excellents parce que ce sont des profs de sport et qu'ils vous donnent plein d'idées. Vous avez des influenceurs qui donnent des recettes de cuisine ou qui revendiquent certaines de leurs cuisines, pourquoi pas? Et je trouve ça bien aussi. Après, les autres sont des commerciaux et on n'est plus du tout dans le domaine de la santé. Maintenant, je vais pas être familière, mais enfin, je ne serai pas médecin si je suis malade. Je me dis pas, je vais aller voir mon voisin qui n'est pas médecin pour me soigner. Donc il y a aussi une propre réflexion individuelle, surtout qu'en France, la médecine est quand même très bien remboursée par nos cotisations via la sécurité sociale et par certaines mutuelles. Donc je pense qu'il faut aussi réfléchir avant d'agir, là. Et la médecine, elle est dans votre ouvrage, L'assiette santé, alimentation, sommeil, sport et bien-être. C'est un ouvrage tout à fait plaisant à découvrir. Il y a accompagné de très jolis dessins. Je ne sais pas qui a... Et de recettes. Facile à préparer, de Thierry Marx. Mais oui, parce qu'on peut se prendre un peu pour le grand chef Thierry Marx. Est-ce que vous avez pratiqué... C'est mon compagnon qui cuisine, donc de toute façon... Comment s'est passée la rencontre avec Thierry Marx? Comment vous avez eu l'idée, effectivement, de cet ouvrage? Vous avez l'interview d'un militaire qui parle, je lui ai demandé avant s'il pouvait parler de lui, parce que je trouvais que c'était un très bon exemple. Donc c'est quelqu'un qui fait du sport depuis toujours, qui est prof de sport, qui est militaire. Ce sont des gens qui sont à peu près à 6 heures de sport par jour, avec une alimentation absolument rigoureuse. Ce sont des gens qui ne boivent que de l'eau, voilà, qui sont à fond là-dessus, qui ne fument pas non plus, qui n'utilisent pas de drogue. Et pour autant, il a quand même eu un cancer du rein, donc il n'y a pas de secret puisqu'il l'a mis. Et il s'en est mieux sorti qu'un autre parce que justement, il avait ce mode de vie génial. Donc l'idée, c'est de comprendre que il faut aussi se dire, tiens, j'ai un super mode de vie parce que le jour où il m'arrive quelque chose, peut-être je vais gagner du temps. Et les médecins aussi le disent, votre traitement va mieux prendre, va mieux réussir si vous avez aussi un super mode de vie. Ça, on le voit très bien avec les sportifs de haut niveau ou les sportifs tout court. À partir du moment où vous avez une pathologie, elle va moins s'aggraver si vous avez un super mode de vie. Et c'est ça aussi le message. Le message, il n'est pas « vous ne serez jamais malade, vous allez vivre jusqu'à 200 ans » comme une tortue des Galapagos. Non, le message, il est si vous avez un bon mode de vie, le problème, il arrivera plus tardivement. Et si problème il y a, il sera moins grave que si vous avez un mauvais mode de vie. Eh ben, je rappelle, c'est parfait. Comme en conclusion, l'assiette santé de Thierry Marx et du docteur Alexandra Dalu qui est venu nous rendre visite ce soir à Radio J et dans Réfoy.
Eh ben, en plus, à l'approche de l'été, on le disait tout à l'heure, il y a tout plein de recettes à l'intérieur, donc c'est un livre absolument formidable. Et puis voilà, on peut passer un très bel été, plein de vitamines et Merci. voilà. Et puis ça va être De vitalité. Hein. et de Et vitalité. c'est via cet ami en commun qu'on s'est connu. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci docteur Vladimir Mitz, merci docteur Serge Rafal, bien sûr. Merci docteur Alexandra Merci à vous. Dalu et Tanesser. J'ai été avec nous à la régie dans quelques instants sur Radio J. C'est la rediffusion de l'émission de Cyrielle Sarah Cohen. À la semaine prochaine et passez une belle semaine d'ici là.